Bonjour et bienvenue pour ce 3e numéro du EFI Pro News en live avec Bâti Actu. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler de la rénovation énergétique. C'est votre rendez-vous. L'occasion de faire le point donc sur l'actualité de ce marché, plus que jamais incontournable pour les professionnels de la filière, et avec l'aide des experts d'EFI, spécialistes de cette question et qui met en relation les professionnels avec les particuliers souhaitant réaliser des travaux, vous permettre d'en comprendre les enjeux, vous accompagner et générer de l'activité pour votre entreprise. Merci d'être aussi nombreux. Je suis Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, accompagnée de Juliana Cavalcanti. Bonjour Juliana. Bonjour Pauline. Vous êtes directrice du service aide à la rénovation énergétique chez EFI. Et nous allons faire le point sur l'actualité d'un des principaux leviers actuels de financement de la rénovation, les certificats d'économie d'énergie, communément appelés les C2E. Comme vous avez pu le lire sur Bâti Actu, une nouvelle période commence en 2022. Cette 5e période des certificats d'économie d'énergie met en place de prochains objectifs de réalisation d'économie d'énergie imposés par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie. De ces obligations découlent des montants d'aide qui vont être versés à l'occasion de travaux. Alors que dans le cadre du plan de relance, notamment, l'accent est plus que jamais mis sur la rénovation, ces dernières semaines ont été l'occasion pour les pouvoirs publics d'annoncer de nombreux changements sur ces dispositifs et de faire connaître les grandes lignes de la stratégie retenue pour cette 5e période. Quelles sont les évolutions et les nouveautés? Quelles offres coup de pouce disparaissent? À quoi faut-il s'attendre et à quoi faut-il faire attention? Toutes ces questions qui font votre quotidien, nous vous proposons d'y répondre avec Juliana tout au long de notre webinaire. Et comme à notre habitude, maintenant, nous ferons bien sûr aussi le point sur l'actualité, les nouveautés que nous illustrerons avec des cas concrets et bien sûr la checklist des points de vigilance à avoir en tête. Quelques règles du jeu, comme vous le savez, vos micros et vos caméras sont coupés. Le chat est quant à lui ouvert. Vous trouverez en bas de votre écran et vous pouvez y laisser vos réactions. Comme à l'accoutumée, vous avez été extrêmement nombreux en amont de ce webinaire à nous poser des questions. Nous allons donc y répondre tout au long de celui-ci et nous reprendrons également certaines d'entre elles en fin de cette session. Bien sûr, toute question trouvera réponse. Nous vous enverrons juste après, quelques jours après le webinaire, bien sûr, les foires aux questions ainsi que le replay, bien sûr, de celui-ci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, Juliana, je vous propose de revenir rapidement sur ce qu'est sont les C2E, parce que finalement, le dispositif est très complexe. Et pour comprendre son fonctionnement, qu'est-ce qu'un C2E, comment cela fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire une période de C2E? Alors, à l'origine des C2E, il y a la volonté du gouvernement d'accélérer la rénovation énergétique. Donc, de l'accélérer en faisant appel à des aides privées. Donc, pour cela, ils se sont appuyés sur les fournisseurs d'énergie, donc Engie, EDF, Total, pour financer le dispositif. C'est ce qu'on appelle les principes du pollueur-payeur. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne par période de 3 à 4 ans. Et avant chaque période, l'État va définir 2 éléments clés. Il va définir les montants de l'obligation globale et de l'obligation spécifique à chaque fournisseur d'énergie, qu'on appelle les obligés, tout à fait. C'est-à-dire la quantité de C2E qu'ils auront à obtenir pendant la période. Deuxième chose qu'ils vont définir avant la période, c'est les modalités d'obtention de ces C2E. Pour obtenir un C2E, il faut inciter à la réalisation des travaux d'économie d'énergie chez les consommateurs. Donc, en fait, plus les montants de l'obligation est élevé, plus l'ambition est forte, plus le nombre de travaux à réaliser sera élevé. Et plus les modalités d'obtention, l'accès au C2E sera difficile, plus les montants des primes qui seront proposées seront élevés. C'est un peu la particularité de ces dispositifs, et c'est ça sûrement qui les rend plus complexes, c'est que chaque acteur, en fait, est libre de choisir les montants qu'il propose, les montants d'aide qu'il propose. Mais du coup, quels sont les types d'acteurs en fait qui proposent ces aides? Alors, il y a 2 types d'acteurs. Le premier, c'est les fournisseurs d'énergie, les obligés dont on vient de parler. Il y a un deuxième type d'acteurs dont fait partie EFI, qui sont des acteurs qui ont été agréés par l'État pour pouvoir obtenir des C2E en proposant des aides directement aux clients. Ce sont les délégataires.
D'accord, donc EFI est un délégataire de ces EFI est un acteur qui est agréé et donc appelé délégataire, tout à fait. Alors, on le voit, il y a eu différentes périodes qui sont étalées donc, depuis mi-2006. Il y a eu des points clés comme la mise en place de la prime de précarité. C'est ça. Donc là, dans la diapo, vous pouvez regarder les différentes périodes et l'évolution du montant de l'obligation pendant ces périodes. Donc on a commencé d'ailleurs cette année, c'est la 15e année d'existence du dispositif. Donc il commence déjà ça fait quelques temps qu'il existe. Et on voit que la première période, le montant d'obligation était très faible et ça n'a fait qu'augmenter. Et en troisième période, si vous regardez dans la diapo, il y a deux nouveautés qui ont été introduites assez fortes. La première, c'est ce qu'on voit en vert sur l'histogramme, c'est ce qu'on appelle l'obligation précarité. En fait, l'État a constaté que la plupart des travaux qui bénéficiaient des C2E étaient réalisés chez les ménages à plus haut revenu. Donc, fort de ces constats, ils ont décidé de mettre en place une obligation spécifique pour que les travaux réalisés chez les ménages les plus modestes bénéficient aussi. C'est ceux qui en ont le plus besoin, donc on va flécher les aides vers ceux qui vont pouvoir quand même faire des travaux avec le financement. Exactement, c'est l'objectif de l'obligation précarité qui a été mise en place donc en troisième période, c'est d'obliger les fournisseurs d'énergie, les obliger, à aller inciter la réalisation des travaux chez ces ménages-là. C'est plus dur parce que du coup, effectivement, c'est des personnes qui ont besoin de plus de financement pour pouvoir passer à l'acte. Du coup, ils ont créé cette obligation spécifique qu'on appelle l'obligation précarité, et pour ça, il faut obtenir des C2E précarité. Alors, qu'est-ce que c'est les coups de pouce ? Alors, toujours en troisième période, c'était une période assez riche en nouveautés. Ils ont aussi mis en place, alors là, l'objectif était un peu différent. L'objectif, c'était de donner un coup de pouce, de booster la réalisation de certains types de travaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le coup de pouce ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, l'État bonifie les montants de C2E qu'on peut obtenir en faisant ces types de travaux. Dans les cadres du coup de pouce, on obtient plus de C2E. Donc on obtient la prime et on obtient en plus ce coup de pouce. Ça se cumule. En fait, c'est une prime coup de pouce, en fait. C'est une prime coup de pouce qui est bonifiée. Finalement, c'est des montants de primes qui sont plus élevés que quand on est dans les cadres hors coup de pouce. Une deuxième caractéristique du coup de pouce, c'est qu'il y a aussi un montant de primes minimum. Donc l'État a fixé dans les cadres du coup de pouce un montant de primes minimum. Donc les acteurs continuent à être libres de proposer les montants qu'ils définissent, qui chacun définit. En revanche, il y a un montant minimum à respecter dans les cadres du coup de pouce. Donc, le premier coup de pouce qui a été mis en place en troisième période, c'était les coups de pouce pour les opérations d'isolation. Donc, il y avait une volonté d'accélérer le nombre d'isolations, des travaux d'isolation réalisés. Et c'est là, d'ailleurs, avec ces dispositifs coups de pouce d'isolation, qu'on a vu apparaître les premières offres à 1 euro, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est ces fameuses offres à 1 euro qui ont malheureusement pas une très bonne réputation. Mais du coup, c'est dans le cadre des coups de pouce, les primes sont également versées par des signataires d'une charte spécifique d'engagement. Tout à fait. Donc, on l'a vu tout à l'heure qu'il y a deux types d'acteurs qui peuvent obtenir des C2E, les obligés et les délégataires, pour pouvoir proposer les primes coup de pouce. En plus de faire partie d'un de ces deux types d'acteurs, il faut aussi être signataire d'une charte spécifique, les chartes coup de pouce, pour pouvoir les proposer. EFI est un signataire de la charte. Et en signant la charte, les signataires, il a des engagements supplémentaires, notamment l'engagement de réaliser plus de contrôles sur site sur ces opérations. Très bien. Alors maintenant, rentrons concrètement dans cette 5e période. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, donc pour la 5e période, on a, comme à chaque période, on va définir un montant d'obligation. Donc là, le montant a été défini et il est 17% plus élevé que celui de la période actuelle. Donc ça veut dire qu'on a une ambition plus forte sur cette 5e période de 17%. On a toujours la barre verte, donc on a toujours une partie d'obligation qui est l'obligation précarité, qui est pour la 5e période représente 30% de l'obligation totale. Donc l'ambition pour la précarité est aussi, elle, plus élevée. Et on en voit dans la diapo à droite comment cette obligation est répartie entre les différents types d'énergie. Donc on voit toujours la part importante de l'énergie carburant et si vous voulez l'ensemble des énergies, on voit leur obligation augmenter. Donc en fonction de la famille d'énergie, chacun va avoir une part d'obligation plus importante en fonction de son impact ou pas sur l'environnement. Exactement.
En cinquième période, donc, on va ensuite avoir des nouvelles modalités, des modalités différentes dont on va voir tout de suite. Mais oui, parce que justement, la difficulté et ce qui implique de bien comprendre et de faire attention, certaines annonces ont déjà été faites récemment, donc on est censé commencer en 2022, mais il y a des annonces qui ont été faites, il y a des évolutions qui ont été déjà mises en place. Parmi ces premières mesures, ça a été annoncé la réduction du champ des C2E précarité énergétique dont on parlait. Et puis finalement, il y en a qui sont revenus, puis enlevés. Bref, pourquoi ces annonces? Qu'est-ce qu'elles impliquent? Et finalement, est-ce que, justement, si on parle de la précarité, les ménages modestes sont-ils toujours au cœur du dispositif? Alors, effectivement, il y a des mesures qui ont été déjà même mises en place, un peu en avance des phases. Parmi ces mesures, il y en a une qui a été mise en place depuis donc mars de cette année, qui est le fait de limiter les champs pour obtenir les CDE précarité. Donc, en fait, jusqu'à présent, pour obtenir des CDE précarité, les obligés, les acteurs, pouvaient donc inciter la réalisation des travaux chez 50% des ménages, qui sont les ménages modestes et très modestes. D'accord? Donc, quand j'ai dit modeste, très modeste, c'est en fonction des revenus. On a des catégories différentes. Donc, les très modestes, les modestes, ce sont les ménages à plus bas revenus. Donc, jusqu'à présent, pour obtenir des CDE de précarité, pour remplir l'obligation de précarité, on pouvait inciter la réalisation des travaux de 50% des ménages. Depuis mars, pour remplir cette obligation de précarité, on peut réaliser les travaux, il faut réaliser les travaux sur 25% des ménages. Donc on vient de diminuer le nombre de ménages chez qui on peut inciter la réalisation des travaux et obtenir ces précarités, ce qui fait que, ce que je viens de dire à l'introduction, plus l'accès au C2E est difficile, la tendance fait que les montants des primes proposées augmentent. C'est un peu ça qui évolue, donc ça veut dire qu'on va recentrer les aides chez les très modestes. Mais du coup, si je comprends bien, la part de très modeste a diminué. En fait, on a fait évoluer le plafond finalement de revenus. Mais du coup, il y a un peu des perdants dans l'histoire, non? Les ménages issus de la classe moyenne. On n'a pas tout à fait évoluer les plafonds. Donc les modestes restent dans la catégorie modeste. Mais effectivement, maintenant, quand on réalise des travaux chez un modeste, on ne peut plus récupérer des CDE de précarité pour remplir notre obligation. Donc ils sont basculés effectivement. Maintenant, on génère des CDE classiques. Donc quand on réalise des travaux chez un modeste, on va récupérer, ça va servir aux fournisseurs d'énergie à remplir leur obligation classique. Et donc, ils continuent bien sûr à avoir des aides, mais la tendance, c'est que ces aides aient un montant un peu moins important que les montants des aides pour les très modestes. Mais en même temps, ils peuvent cumuler aussi quand même avec les autres aides de financement de travaux qui sont la MaPrimeRénov'. On n'en a pas dit encore, mais effectivement, il ne faut pas oublier que les CDE sont cumulables avec MaPrimeRénov'. Donc pour les modestes, c'est d'autant plus important de maîtriser ces deux aides pour pouvoir en bénéficier de deux et pouvoir mieux financer ces travaux. Donc on flèche les aides vers tous ceux qui en ont le plus besoin. Et finalement, si on entre dans le concret, donc on a parlé quand même de la disparition de certains coups de pouce, puis finalement des évolutions, mais aussi quand même finalement certains qui s'arrêtent quand même. Bref, est-ce que vous pouvez nous aider, Juliana, à y voir un peu plus clair? Oui, donc là, on va parler un peu du cœur du sujet, les impacts sur les dispositifs coup de pouce, avec effectivement quelques allers-retours depuis le début de l'année. Donc là, maintenant, ça y est, c'est arbitré, on a les informations exactes de ce qui va se passer. Et concrètement, ce qui va se passer, donc la date à retenir, c'est le 1er juillet 2021, donc c'est demain, c'est dans moins d'un mois. Ça veut dire que tous les devis qui vont être signés à partir du 1er juillet, deux choses vont se passer. Pour les coups de pouce isolation, les coups de pouce isolation et les coups de pouce chaudière et radiateur vont disparaître, actuels. Ils vont disparaître. Ceux qui sont actuellement, ils ne seront plus en vigueur. Donc ça disparaît. Ça disparaît. Pour l'isolation, il y a un nouveau coup de pouce. Donc ils ont fait évoluer les coups de pouce, mais il existe toujours un coup de pouce. Et ils ont diminué fortement les montants minimums de la prime de ce nouveau coup de pouce. Donc, pour les TMO, on voit dans la diapo, par exemple, les montants minimums de la prime passent de 20 € à 12 € le mètre carré. Donc, c'est une forte baisse. TMO très modeste. Très modeste, excusez-moi. Et pour les autres ménages, donc les modestes et les standards, les montants minimums de la prime va passer de 20 € à 10 € le mètre carré. Donc, une forte baisse pour ces nouveaux coups de pouce isolation. C'est la fin des offres à 1 €. C'est la fin des offres à 1 €, tout à fait. Et c'est justement pour ça, en fait, qu'ils ont fait évoluer. C'est qu'ils voulaient éviter les problèmes qu'il y a pu y avoir avec ces aides-là. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la volonté avec cette... alors, ce n'est pas la fin, mais cette évolution du coup de pouce isolation, c'est l'objectif, c'est vraiment la fin de ces offres qui ont donné lieu à tellement de problèmes, tellement de difficultés, tout ce qui
tous les arnaques et tout ce qu'on a entendu beaucoup, qui a été médiatisé depuis quelques temps. Donc c'est vraiment la volonté d'arrêter ça au plus rapidement possible, d'où cette évolution du coup de pouce isolation. Donc, évolution du coup de pouce isolation, mais suppression quand même de 2 coups de pouce importants qui étaient chaudière et radiateur. Voilà, donc pour l'isolation, donc c'est une évolution. Pour les chauffages, c'est un arrêt complet. Donc tous les devis signés à partir du 1er juillet ne pourront plus bénéficier du coup de pouce pour la chaudière et pour les radiateurs. Parce que l'idée, c'était justement donc parce que ça emploie des énergies qui sont quand même qui ont un impact important. C'est ça. Donc autre chose qu'on voit, en revanche, donc on parle de 2 coups de pouce. Donc il y a l'évolution pour l'isolation, arrêt complet pour les chauffages. En revanche, on voit qu'il y a les coups de pouce qui restent toujours en vigueur, qui sont les coups de pouce rénovation globale, performance des maisons individuelles, plus connu comme rénovation globale. Donc celui-là, il va rester en vigueur, il va être prolongé jusqu'à la fin de la 5e période. Donc il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Les coups de pouce qui sont relatifs à des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables sont aussi prolongés jusqu'à la fin de la 5e période. Donc on voit bien que la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers la rénovation globale et de plus en plus l'utilisation du chauffage avec des énergies renouvelables. Alors, ce qui nous emmène quand même à un point de vigilance, parce qu'il y a des choses qui sont en cours. À quoi faut-il faire attention ? Alors, à quoi il faut faire attention, c'est que, donc, je parlais beaucoup de la date du 1er juillet, c'est la date à laquelle tout ça va arriver, mais il faut être vigilant parce qu'il y a aussi une notion des dates butoirs pour réaliser les travaux. Donc, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que pour pouvoir encore bénéficier du coup de pouce isolation et chauffage actuel, chaudière et radiateur, quand j'ai dit chauffage, il faut pouvoir signer les devis, il faut avoir signé les devis avant le 1er juillet, d'accord ? Mais il faut aussi avoir terminé les travaux jusqu'au 30 septembre 2021. D'accord ? Donc, il faut vraiment respecter ces 2 dates clés. Il faut signer avant les 1er juillet et faire les travaux avant les 30 septembre pour pouvoir continuer à bénéficier du coup de pouce actuel. Si l'une de ces dates ne sont pas respectées, les coups de pouce n'est plus en vigueur et donc le ménage ne pourra plus bénéficier des primes. Voilà, il pourra bénéficier de primes, mais qui seront beaucoup moins importantes puisque le coup de pouce n'y sera pas. Mais c'est ce qu'on va voir dans le cas concret. On va le voir juste après dans le cas concret. Mais alors, moi, j'ai quand même une petite question. C'est qu'avant, les annonces sont arrivées, je crois, début février. Oui. Donc, finalement, les devis si je suis un professionnel, que j'ai pu signer avant, comment ça se passe ? Oui, donc c'est dans les points de vigilance aussi, effectivement, il y a une particularité. Donc, la date qu'il faut retenir, c'est bien le 1er juillet. En revanche, comme les annonces ont été faites en février, l'administration a donné un délai plus long pour les devis qui sont signés avant février. Ils vont avoir 1 an pour réaliser les travaux. Donc, si vous avez encore dans vos cahiers de commandes des devis qui sont signés avant février, vous avez jusqu'à février 2022, donc le 8 février 2022, pour réaliser les travaux. Très bien. Bon, après, j'espère que si on l'a signé avant février... c'est ça, et les clients qui ont signé avant et qui vont attendre jusqu'à... ça ne vont pas être très contents, mais voilà, réglementairement, en tout cas, ils pourront bénéficier toujours du coup de pouce. C'était important de le rappeler. Alors, rentrons maintenant dans nos cas concrets pour qu'on puisse illustrer concrètement ces changements. Donc, avec cette date butoir du 1er juillet, et ce que cela implique. Premier cas concret, donc je suis de la famille Durand, je suis en couple, j'ai 2 enfants, une belle maison de 100 mètres carrés en Île-de-France. J'ai des revenus plutôt modestes. Et l'idée, c'était d'installer une chaudière gaz, donc très haute performance énergétique, dans mon habitat, en remplacement de ma chaudière fuel, qui bien évidemment... il est temps d'enlever. Mon devis a été signé le 12 mai, donc c'est-à-dire avant cette fameuse date du 1er juillet. Et mes travaux doivent être finalisés le 24 juin. Comment ça se passe alors ? Alors là, on est vraiment dans les cas où la famille pourra toujours bénéficier du coup de pouce actuel. On respecte les deux conditions. Et donc là, la prime, donc là, on a donné l'exemple de la prime coup de pouce EFI. Donc chez EFI, les ménages pourra bénéficier d'une prime de 1 320 € et qui pourra cumuler avec ma prime rénov à 800 €. Donc là, on est vraiment dans la configuration qui respecte les conditions pour pouvoir encore bénéficier du coup de pouce. Alors très bien, que se passe-t-il maintenant si mon devis pour cette même chaudière est signé avant le 1er juillet, mais les travaux ont été finalisés après le 30 septembre. Bon, je ne suis pas très contente parce que ça a duré longtemps, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est vraiment les cas où il faut faire très attention. Donc on peut penser que du fait que les devis étaient signés avant le 1er juillet, on pourra bénéficier du coup de pouce. Et d'ailleurs, pour ceux qui déduisent le montant de la prime directement sur les devis, et il faut faire d'autant plus attention parce qu'il y a la contrainte de date limite pour pouvoir avoir finalisé les travaux au 30 septembre. Là,
là, on voit bien que la finalisation au 20 octobre ne respecte pas cette condition. Donc, dans les cas la famille, dans ces cas-là, ne pourra pas bénéficier du coup de pouce et elle bénéficiera toujours d'une prime. Là, dans l'exemple, donc, la prime EFI qu'elle bénéficiera toujours sera des 284 €. Et ma prime rénov qui reste en revanche avec le même montant, donc toujours avec ma prime rénov à 800 €. Mais on voit qu'effectivement, il y a une baisse importante du montant de la prime complètement. 350, Ouais. 284 Donc ces cas-là, il faut vraiment se dépêcher. Il ne faut surtout pas dépasser la date du 30 septembre pour la réalisation des travaux. Chose importante, c'est que la réalisation des travaux, ça va être la date des factures qui fera foi. Oui, c'est important de le signaler. Cas concret numéro 3. Donc, toujours pour notre super nouvelle chaudière. En revanche, le devis est signé là, après le 1er juillet. Oui, donc là, cet exemple est intéressant. Donc, les travaux ont été faits plus rapidement. Ils respectent la date d'avant 30 septembre. En revanche, dès que le devis est signé après le 1er juillet, c'est sûr que les coups de pouce ne pourra pas être utilisé. Et on va avoir, comme dans les cas précédents, une prime EFI de 284 € qui peut se cumuler toujours avec les 800 € de ma prime rénov. Donc, dans ces cas-là, non plus, ils ne bénéficient pas du coup de pouce actuel. Donc, finalement, beaucoup de particuliers vont comprendre qu'après le 1er juillet 2021, ils ont plutôt intérêt à se tourner vers des solutions qui emploient des énergies renouvelables pour pouvoir bénéficier des primes plus importantes. Oui, c'est ça l'idée, en fait. C'est vers quoi on a envie d'y aller, quoi. Merci Juliana pour ces cas concrets. L'idée aussi de ce rendez-vous, c'est de faire quand même un point complet sur l'actualité de la rénovation énergétique. Et il faut noter aussi plusieurs annonces récentes, comme par exemple des exigences renforcées dans les contrôles, notamment pour les gens qui font ces primes. Oui, donc ça c'est une autre chose qui pour l'instant n'est pas encore complètement définie, mais c'est la tendance, hein, c'est vers quoi on va aussi en 5e période. On a déjà commencé depuis le début du dispositif, les contrôles, c'est quelque chose qui sont venus au fil du temps, mais ça va se renforcer de plus en plus et fortement en 5e période. On a déjà commencé avec l'isolation des murs, pour lesquels il y a une exigence des contrôles depuis le 1er janvier 2021. Et là, probablement, on aura aussi d'autres opérations pour lesquelles on va avoir à faire des contrôles sur site. Quand j'ai du contrôle, c'est toujours un contrôle sur site. Donc, probablement, les opérations de chauffage vont rentrer là-dedans, donc avec une obligation de contrôle en octobre ou début de l'année prochaine. Et les fenêtres aussi, voilà, il y a des discussions pour que ça se mette en place rapidement, l'obligation de contrôle sur site sur l'ensemble des opérations, finalement. Alors, on parle aussi de la mise en place d'une fiche de réception de travaux. Oui, ça aussi, c'est une volonté du gouvernement pour cette 5e période, c'est d'être plus pédagogue et de donner plus d'outils, on va dire, aux particuliers pour pouvoir mieux évaluer la qualité des travaux. Donc, ces fiches-là, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir donner aux particuliers quelque chose d'assez simple, avec des points de contrôle que lui-même peut faire par rapport à la qualité des travaux qui ont été réalisés chez lui, quoi. Donc le particulier pourra avec cette trame vérifier ce que fait le professionnel, mais le professionnel du coup sait aussi quels sont les points importants. C'est ça, c'est que ça va avec. Plus les particuliers seront exigeants, plus aussi les artisans feront attention et tout ça, ça fait un peu un cercle vertueux, quoi. Un cercle vertueux. Alors il y a également aussi la volonté quand même de simplifier le parcours, parce que c'est vrai que c'est quand même très très compliqué. Donc le gouvernement, vous nous le dites aussi, travaille sur cette simplification. Ouais, donc ça, c'est un autre point. Donc, on a vu plusieurs points là. Après, on peut peut-être synthétiser, mais ça, c'est un autre point important. Donc, il y a le contrôle, mais il y a aussi, je pense que l'administration a eu une prise de conscience, l'administration, de se dire que les dispositifs restent très complexes et donc créent beaucoup de mécontentement, à la fois de la part des consommateurs, des clients et des professionnels aussi. Donc, il y a une vraie volonté, enfin déjà, il y a une prise de conscience de ça. Il y a une vraie volonté. Il y a eu des groupes de travail qui ont été réalisés l'année dernière et cette année, de réflexion pour essayer d'identifier les irritants, qu'est-ce qui pose vraiment problème, et essayer de les contourner, de les enlever. Voilà, donc de petites choses comme par exemple l'exigence de signer les devis de manière manuscrite alors qu'on est tous déjà en train de signer tous les documents en signature électronique. Voilà, des petites choses comme ça, des irritants, des petites et des grandes choses d'ailleurs, qui sont en train vraiment de réfléchir pour simplifier tout ça. Alors on a parlé aussi, il y a une grande mission qui a été menée par Olivier Sichel pour faire en sorte que le particulier s'y retrouve mieux dans ses parcours, et notamment la volonté de mettre en place un accompagnateur Rénov', mais c'est encore en cours. Oui, ça aussi, c'est l'autre sujet un peu du moment, on va dire. On entend beaucoup parler. Là, en revanche, ça concerne plutôt les aides publiques.
pas directement le dispositif des C2E. Ça serait peut-être financé, sûrement même financé par un programme C2E en revanche. Et encore une fois, ça va dans cette volonté de mieux accompagner le consommateur, les clients. Pour l'accompagnateur, je pense que du coup, on parlera plutôt de gros travaux, plutôt de rénovation globale, ou en tout cas des travaux dont les montants sont supérieurs à une certaine valeur. Mais encore une fois, c'est cohérent, c'est dans la volonté d'être plus en accompagnement des particuliers qui sont complètement perdus dans ces démarches de travaux et de faire quelque chose qui garantisse quelque chose de plus performant possible pour les logements, quoi. Donc tout ça, ça va ensemble. Alors, peut-être résumer un tout petit peu quand même, donc c'est les grandes évolutions de cette 5e période. On en parlait tout à l'heure, donc la fin des coups de pouce chaudière et radiateurs. C'est ça. La nouvelle évolution du coup de pouce isolation. Je vais juste vous couper parce que je pense que j'ai oublié de dire tout à l'heure, les nouveaux coups de pouce isolation, attention, il va quand même disparaître en juillet 2022. Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est important. Donc ça c'est important. Donc on a la fin de la chaudière et du radiateur, on a l'évolution d'isolation, mais qui se termine quand même en juillet 2022. Et on a les maintiens de la réno globale, du coup de pouce rénovation globale, et des systèmes de chauffage qui utilisent les énergies renouvelables. Donc voilà, tout ça derrière, il y a une vraie volonté d'orienter les choses. Il y aura toujours des primes pour les isolations, mais moins... il y a toujours des primes, mais dont les montants sont moins importants. Très bien. Écoutez, donc... Évolution du coup de pouce isolation jusqu'en juillet 22, suppression des coups de pouce chaudière et radiateurs, et bien sûr les coups de pouce rénovation globale et coups de pouce travaux de chauffage utilisant des ENR, qui eux sont prolongés jusqu'à la fin de la 5e période. Donc cette fin de 5e période en 2025. C'est ça. Alors peut-être justement intéressons-nous aux questions que vous avez pu nous envoyer en amont. L'idée étant on en a sélectionné quelques-unes. Peut-être commencer par cette première. Donc, justement, on parlait de l'isolation. Pourrons-nous continuer à isoler les particuliers ? Et une deuxième question, serons-nous débarrassés des éco-délinquants qui détruisent notre profession ? On en parlait tout à l'heure. Alors la première est plus simple, la deuxième moins. La première c'est simple, c'est oui, c'est bien sûr que oui, on pourra continuer à réaliser des travaux d'isolation, il n'y a pas de raison. Certes, les montants des primes avec la fin du coup de pouce sont moins élevés, mais elles existent toujours, donc il y a toujours des aides pour les travaux d'isolation et au contraire, il faut continuer à réaliser des travaux d'isolation. Et alors, du coup, on espère bien que les éco-délinquants vont disparaître. Alors, et pour les... J'ai pas répondu. Alors, pour les éco-délinquants, donc c'est l'objectif de tout ça. Malheureusement, c'était le seul moyen, effectivement, d'arrêter ces pratiques-là. À voir. Je pense quand même qu'à partir du moment où les prix des travaux est plus important, c'est plus compliqué d'avoir ce type de marche. Oui, puis il y a les contrôles qui ont quand même renforcé et fortement. avec tous les contrôles, complètement. Alors, autre question posée en amont de notre webinaire. Pouvez-vous nous donner des exemples de montants de primes selon le niveau de revenu ? Alors, oui, je pourrais vous donner des exemples, plusieurs, parce qu'en fait, pour avoir des montants précis des primes, ça dépend de beaucoup de critères en fait. Ça dépend du nombre de ménages dans les foyers, ça dépend du revenu, ça dépend de l'énergie de chauffage du logement. Donc, il y a énormément de critères. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez EFI, en tout cas, on met à disposition de nos partenaires une application, l'appli EFI Pro, avec un simulateur qui leur permet en temps réel calculer justement, même quand ils sont devant les clients, de calculer les montants de l'aide auxquels ils peuvent prétendre avec ces simulateurs en rentrant tous les critères. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses duquel dépendent les montants. Donc, les simulateurs, les calculateurs, il est assez essentiel, quoi. Puis, de toute façon, bien évidemment, en fin de ce webinaire, vous recevrez également dans la foire aux questions qui va vous parvenir, beaucoup de documents et d'aides là-dessus aussi, les montants, etc. Ouais. Bien sûr. Alors, peut-être troisième question. Nous avons en cours plusieurs dossiers en rénovation globale et il n'y a toujours pas d'obligés capables de les mettre en place. Est-ce normal ? Parce que, rappelons peut-être, oui, donc cette fameuse rénovation globale, ça correspond à quoi ? Alors donc oui, on a vu, donc on a les coups de pouce qui a été mis en place l'année dernière pour ça. On voit bien qu'il y a une vraie volonté d'aller vers ces rénovations globales. Aujourd'hui, il y a déjà, alors officiellement, il y a une vingtaine d'acteurs qui sont signataires de la charte, donc qui sont capables aujourd'hui de proposer la prime pour cette opération-là, pour ce type de travaux-là. EFI en fait partie. Donc aujourd'hui, on est signataire de la charte et on propose des primes pour les rénovations globales.
Est-ce normal? C'est quelque chose que je pense qui met du temps quand même à se mettre en place. Hein, c'est nouveau, donc les acteurs sont en train d'apprendre. Alors après, juste point de vigilance, je pense que l'administration a commencé à avoir quelques informations, des suspicions de fraude sur cette opération-là. Donc il y aura sûrement des contrôles sur cette opération très prochainement. Donc en point de vigilance, parce que les montants sont assez élevés. Oui, Pour cette forcément, opération une rénovation globale. Mais voilà, donc le coup de pouce existe, les signataires dont EFI font partie, donc c'est vers quoi je pense qu'on va y aller, quoi. Écoutez, merci beaucoup, Juliana, de toutes ces réponses. On rappelle quand même l'un des principaux points de vigilance. Si vous n'avez pas retenu la date du 1er juillet. Donc dépêchez-vous, effectivement, si vous voulez encore faire bénéficier vos clients du coup de pouce et des montants des primes coup de pouce, il faut effectivement signer avant les 1er juillet. Et attention à terminer les travaux jusqu'au 30 septembre. Et se dépêcher de finir les travaux. Le particulier sera d'autant plus ravi si les travaux vont vite également. Donc merci Juliana. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 3e rendez-vous d'information sur la rénovation énergétique, le EFI Pro News en live avec Bâti Actu. Nous vous retrouverons bientôt, bien sûr, pour un nouveau numéro. Ce webinaire sera bien évidemment disponible en replay pour l'ensemble des inscrits. Vous recevrez également les inscrits, les foires aux questions. Voilà, toutes les questions que vous avez pu vous poser, toutes les questions que vous avez mises également dans le chat. Vous aurez, bien sûr, les réponses à toutes ces questions. Merci encore à tous et à très, très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Merci, à bientôt. Juliana.